BFM Business et CB News présentent Hebdocom avec Margot Haddad. Bonjour à tous et bienvenue sur Hebdocom. À quelques jours du 8 mars, on met les femmes à l'honneur. On la surnomme la papesse de la télé-réalité, mais c'est surtout l'agent star des vedettes du petit écran. Magali Berda se lance dans les interviews politiques. On sera en plateau avec elle pour parler d'influence, mais également de communication politique. Et puis pour le décryptage, on ne peut pas parler de communication sans mentionner son nom. C'est une véritable pionnière. Elle est la présidente et fondatrice de BETC. Mercedes Serra nous fera l'honneur d'être en plateau avec nous dans la deuxième partie de cette émission. Voilà le programme, c'est parti. Hebdocom sur BFM Business. Et comme d'habitude, je suis en plateau avec mes deux chroniqueurs préférés, Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour. Bonjour Margot. Bonjour Eric Jaoui, fondateur de Zion Say, notre chroniqueur digital. Et aujourd'hui, on va parler beaucoup de digital. On commence tout de suite avec Magali Berda en plateau. BFM Business, Hebdocom, le Focuscom. Bonjour Magali Berda. Bonjour. Alors, vous avez fondé un empire avec Shona Events, une entreprise de marketing et de communication. Depuis 2017, vous êtes l'agent des stars de télé-réalité et autres influenceurs et influenceuses, il faut le préciser, comme par exemple Nabila, qui a été une influenceuse qui a explosé sur les réseaux sociaux. Vous êtes celle qui a popularisé également le placement de produits et récemment, vous incarnez un tout autre rôle. Vous faites des interviews politiques, c'est bien ça ? Exactement. Je fais une immersion en fait avec les candidats à la présidentielle. Alors, mais tout d'abord, j'aimerais qu'on parle d'influence. On parle beaucoup de communication, on parle que de communication dans cette émission. Est-ce que le placement de produits, véritablement, ça marche encore, Magali Berda ? Alors oui, ça marche encore, mais je pense qu'il y a un petit changement quand même. Je pense que les marques aujourd'hui veulent de la qualité, veulent du contenu, veulent vraiment des créateurs de contenu. Donc oui, ça marche, ça se stabilise, on va dire. Et puis, nous, on a décidé d'arrêter certains domaines pour les influenceurs, notamment comme le dropshipping, comme tout ce qui est trading, jeux d'argent, etc. Nous, on l'a complètement banni de notre agence. Donc forcément, il y a moins de sous, mais c'est un choix. Donc ça, c'est bien parce que je pense que c'est un tournant d'aller sur la qualité. Est-ce que justement, c'est ceux qui ont le plus de followers qui sont le plus bankable ou Non, les followers aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. C'est vraiment ceux qui ont une communauté engagée. Donc j'ai des influenceuses aujourd'hui qui ont 100 000, 200 000 abonnés et qui font autant, voire des fois plus de chiffre d'affaires que certaines qui ont 1 million, 2 millions. Ça n'a strictement rien à voir. Il y en a qui trichent, enfin qui ont des faux oui, followers. Il y en a qui trichent. Oui, il y en a qui Oui, mais comment on le sait, comment on les repère ? Il y a des petits logiciels pour savoir. Okay. Et puis, vous savez, l'avantage du code promo, quand on a des marques qui utilisent le code promo, ils voient bien que s'ils prennent une influenceuse qui a 2 millions et qui fait 3 ventes, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Voilà. Oui. Alors, il y a eu quelques petites polémiques autour des placements de produits ces derniers temps, Magali. Certains placements ont été décrits comme des arnaques par des internautes. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Malheureusement, oui, il y en a partout. Ça, c'est une vérité. Ça ne sert à rien de nier. Voilà, c'est une vérité. Maintenant, je pense qu'il faut être très vigilant, plus vigilant, parce qu'on ne peut pas être derrière non plus la tête des gens et anticiper tous les escrocs qui peuvent exister dans ce monde. Mais ça nous pousse à être de plus en plus vigilants, à recruter du monde sur le juridique et à faire plus attention. C'est pour ça que maintenant, par exemple, sur le drop, on l'arrête totalement. C'est pas illégal le drop, mais c'est 80% d'arnaque et 20% de bons. Donc malheureusement, on ne peut pas gâcher notre travail et gâcher tout ce qu'on a à donner pour que 20% de personnes qui sont correctes. Donc, on a décidé de l'arrêter complètement. Et combien touchent ceux qui, en placement de produits, ça rapporte combien, en fait ? Ça dépend. Vous parlez des influenceurs ? Ouais. Ça dépend. Après, moi, je suis soumise au secret professionnel, donc je ne peux pas vous donner les prix des influenceurs. Mais une fourchette ? Non, mais une non fourchette. Plus, je donne plus de fourchette. Moi, je te la donnerai, moi. Alors, Eric, c'est quoi la fourchette ? Il faut nous la donner, là. Il y a des fourchettes, ça dépend. Il y a des postes qui sont à 50 000, 100 000 ou 3 000. Oui, il y en a à 100 € aussi quand même. Enfin, 50 000, c'est pas c'est plutôt aux États-Unis, quoi. Mais en France, on n'est quand même pas sur ces prix-là. Alors, je le disais, vous avez récemment commencé un nouveau projet, un projet avec les politiciens et politiciennes qui se présentent à la présidentielle, et vous les interviewez sur votre propre chaîne YouTube, Magali Berda. On regarde l'introduction. Bonjour à tous, c'est Magali Berda. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette chaîne qui comporte 4 thèmes, dont le premier, bien évidemment, vous vous en doutez, le monde des influenceurs, ce monde complètement fou qui me passionne. Je vais vous le faire découvrir en vrai et à ma manière. Je vais vous parler également d'économie. Je vais vous montrer à quel point on peut être une femme, une maman, être une businesswoman et ne jamais rien lâcher, toujours croire en ses rêves. Et pour tous ceux qui ont connu l'échec, eh bien, on va aller très très haut tous ensemble. Et je vais vous donner plein de conseils.
Autre chose que j'ai envie de partager avec vous, à travers mon travail, j'ai pu découvrir différents fléaux de société, tels que l'harcèlement, l'antisémitisme, le racisme, l'homophobie. Et grâce à du contenu que je vais vous montrer, j'espère qu'on va pouvoir faire avancer les choses et combattre tous ces fléaux de société. Le dernier thème dont j'ai envie de vous parler, c'est celui sur lequel vous m'attendez le moins. Et pourtant, c'en est un qui me passionne. Il s'agit de politique. En effet, j'ai envie de reprendre un peu mon devoir de citoyenne, d'aller voter. Peut-être comme vous, qui n'allez pas voter tout simplement parce qu'on ne comprend rien. J'ai envie de vulgariser la politique. J'ai envie de la rendre plus accessible. Tout ça pour qu'on puisse prendre enfin nos décisions et pouvoir faire avancer ce magnifique pays. Magali Berda, projet impressionnant tout de même parce que c'est un tournant sur des chaînes YouTube. Pourquoi vous avez eu envie de réaliser ce projet ? Moi, déjà, j'aime ne pas me poser de limites. Je me pose pas de questions, savoir si je suis capable ou pas capable. Je pense qu'on est tous capables, c'est juste une question de volonté. Et puis qu'il y a un certain mépris aujourd'hui en France dans l'audiovisuel, par exemple, sur le web aussi, partout, enfin dans tous les milieux, des gens qui sont issus de la télé-réalité, les influenceurs, etc. Et j'avais envie de remettre un peu les choses en place, dire voilà, nous, on a une puissance aujourd'hui qui est extrêmement puissante et pourtant, on nous méprise assez souvent. Donc, on va vous montrer de quoi on est capable. Comment est-ce qu'on fait pour vulgariser la politique ? Est-ce que ça se vulgarise Bien déjà, sûr, la politique ? vulgariser ça se démocratise ou ça se vulgarise ? C'est un peu les deux. Vulgariser, pour moi, c'est juste la rendre accessible, c'est-à-dire qu'on puisse la comprendre. Le problème des politiques, c'est qu'on les comprend pas. Les chaînes politiques, on les comprend pas, on n'accroche pas parce qu'on passe vite, parce qu'au bout de 2 minutes, on se perd. Donc la vulgariser, c'est juste la rendre simple. Et peut-être après, les gens vont s'y intéresser et vont pouvoir aller suivre des émissions politiques. Parce que moi, par exemple, j'y connaissais rien encore l'année dernière et ça m'intéressait pas. Je savais même pas qu'il fallait 500 signatures pour être candidat aux élections présidentielles. Pour les parrainages, oui. Mais maintenant, comme ça me passionne et que petit à petit j'apprends, je commence à être de plus en plus technique. Donc je me dis, les gens, c'est pareil, il faut juste les faire... les attirer, quoi. Faut leur faire comprendre ce qu'on dit. Alors, vous avez rencontré ces candidats. Oui. Est-ce que vous avez remarqué un fossé entre les réseaux sociaux et les politiciens ? Pour certains, oui. Pour certains, oui. Pour certains, oui. Il y a un fossé. Sur quoi, par exemple ? Sur les réseaux sociaux, il y en a qui sont plus réactifs que d'autres, il y en a qui ont des services de com exprès pour le digital, il y en a qui en ont pas. Et c'est dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup de... Par exemple, Éric Zemmour a une équipe digitale qui est à la pointe. Performante. Oui, Samuel Lafont, il est doué. Et je pense qu'il l'emmène aussi sur le digital. Donc forcément, ça lui fait gagner de la puissance à Éric Zemmour. Donc c'est des stratégies qui sont importantes de nos jours. Justement, c'est quoi les formats que vous leur conseillerez en digital ? De parler avec tout le monde, c'est-à-dire de pas moi j'ai eu cet avantage où j'ai pas été méprisée sur ce coup-là, je peux pas me plaindre, mais justement de pas mépriser des gens comme moi, ne pas avoir peur d'aller des fois sur des chaînes YouTube, de parler aux jeunes, mais pas dire je parle pour faire genre je parle. C'est vraiment donner. Moi, quand je les appelle pour les immersions, je leur dis, moi, si j'ai pas une journée entière avec des moments où je peux lui poser des questions à ma manière, etc., je ne viens pas. Ça ne sert à rien, parce que je ne suis pas BFM. Donc, Est-ce que vous avez eu un retour des internautes qui regardent votre chaîne ? Qu'est-ce qu'ils vous disent Franchement, les gens qui suivent ma chaîne, les gens qui m'ont que du positif. Ils comprennent maintenant la politique ? J'en ai plein qui m'ont écrit, bien sûr, j'en ai plein qui m'ont écrit merci, je le découvre dans un autre style. Je pensais pas qu'ils voulaient dire ça. Vraiment, j'ai que du positif. Et les candidats, ils réagissent comment ? Ils sont... Très bien. Ouais. Oui, parce que j'ai pas fait ce choix. Déjà, je ne prends pas parti politique. Et moi, mes candidats, je leur demande pas de prendre parti politique parce que j'estime que c'est pas notre rôle de dire allez voter pour un tel. Par contre, c'est un devoir civique aujourd'hui et les influenceurs, doivent avoir cette responsabilité d'encourager les gens et leurs followers au devoir civique, tout devoir civique. Donc, voter et s'intéresser à ce qui se passe. Éric ? Ça me rappelle, moi, cette phrase de l'aventure, c'est l'aventure. La politique, c'est du show business. Oui. Et j'ai l'impression qu'on voit bien que c'est du show business aujourd'hui. Oui, c'est aussi, je pense que, bien sûr, mais quand on est président de la République, en soi, on est une personnalité plus que publique. Enfin, je veux dire, on a des responsabilités, mais on a aussi une image, on a aussi des potins, on a aussi tout ce qui se passe. Les gens, s'ils vous connaissent pas, moi, je me verrais pas voter pour un président que je n'aime pas. Même s'il a des super convictions, même si il a des bonnes idées, si la personne, je la ressens pas. Et donc oui, c'est du showbiz parce que c'est se montrer, évidemment. Être dans un style un petit peu plus personnel également, alors ? Oui, bien sûr. Je trouve qu'aujourd'hui, les gens ont besoin d'être proches de leur président. Les gens, il y a une souffrance en France depuis 2 ans à cause du Covid. Et je pense que les gens ont besoin d'être proches. Voilà, la proximité, je pense que c'est important. Alors, c'est qui le prochain dans vos vidéos ? C'est Anne Hidalgo, demain matin. Et Emmanuel Macron, on en sait un peu plus ? On attend.
Voilà. Vous avez des discussions déjà avec les... Vous êtes sur le dossier. Bon, on sait ce que ça veut dire. On est sur le dos. Après, attendez, rien n'est... Mais voilà, on est... Confiant. Merci beaucoup Magali Berda pour cette interview. Et tout de suite, on passe à la chronique de Julien Casqui, TechCom. BFM Business, Hebdocom, TechCom. Bonjour Julien. Bonjour Margot. Et bon anniversaire tout d'abord. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de gâteau, mais on va parler d'un sujet très important, c'est le sujet de l'Ukraine. Et à la demande de l'Union européenne, les médias russes RT et Sputnik sont officiellement interdits en Europe. Ils ne diffusent plus leur contenu depuis mercredi et l'Union européenne a souhaité ainsi lutter contre ce qu'elle a estimé de la désinformation. Tous les supports sont concernés, y compris les réseaux sociaux qui avaient pris les devants, Julien. Et oui, en période exceptionnelle, les réseaux sociaux privilégieraient-ils plus la sécurité de leurs utilisateurs à la liberté d'expression? D'habitude, les réseaux sociaux choisissent plutôt de ne pas bloquer les contenus de leurs utilisateurs sur leur plateforme au risque de laisser diffuser de fausses informations. C'est ce qui s'était passé en 2016 avec l'élection de Donald Trump et Facebook. Cette fois, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, tous les réseaux sociaux ont tous décidé de supprimer les comptes de Russia Today et de Sputnik en Europe avant même l'adoption de cette mesure, vous l'avez dit, ce mercredi par la Commission européenne. RT, c'est quand même 7 millions d'abonnés sur Facebook en Europe et sur YouTube, RT, 5 millions d'abonnés en Europe. Alors essayons de comprendre pourquoi, Julien, cette décision des réseaux sociaux. Tout d'abord parce qu'ils ont reçu une forte pression de la part des autorités européennes. Ça a commencé par Thierry Breton, ça s'est poursuivi avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Mais en termes de stratégie de communication, c'est aussi une bonne décision pour les réseaux sociaux. On les a beaucoup critiqués ces derniers temps et ces dernières années pour laisser propager de fausses informations sur leur plateforme. On pense notamment à la lanceuse d'alerte Frances Haugen qui a affirmé récemment que Facebook laissait passer volontairement de fausses informations. En anticipant la décision de la Commission européenne, les réseaux sociaux montrent donc aux autorités de régulation et à l'opinion publique qui luttent efficacement contre les fake news et contre la désinformation. Est-ce que ces suppressions, elles peuvent avoir un impact sur ces réseaux sociaux, Julien ? Alors, en Europe, les pertes financières sont difficiles à chiffrer, mais on peut considérer qu'elles resteront négligeables pour les réseaux sociaux. Les utilisateurs en Europe ne vont pas quitter Facebook, YouTube, TikTok parce que le compte de RT ou de Sputnik a été supprimé. En revanche, du fait de ces mesures, eh bien, les géants du numérique pourraient perdre des utilisateurs en Russie, voire même être obligés de cesser leurs activités là-bas. Les autorités russes réfléchissent en ce moment à de telles mesures. Merci beaucoup Julien Casqui et encore bon anniversaire. Et tout de suite, on retrouve Rebecca Blanc-Lelouch pour le JT de la com. BFM Business, Hebdocom, le JT de la com. Bonjour Rebecca. Bonjour Margot. Alors on continue à parler d'Ukraine forcément. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine ébranle le secteur de la tech. Apple qui suspend la vente de ses produits en Russie. Oui, dans la continuité des entreprises qui décident depuis une dizaine de jours de s'éloigner de Moscou, Apple décide aussi de suspendre ses ventes de tous ses produits et ses exportations vers la Russie, de limiter certains services comme Apple Pay, la solution de paiement, et d'enlever d'Apple Store les applis des médias d'État russes. Et Apple a même désactivé la fonction sur la map en Ukraine pour sécuriser les citoyens ukrainiens. Alors c'est vrai qu'on est en pleine Fashion Week, Rebecca, mais le sujet de l'Ukraine s'immisce également dans la Fashion Week. L'hommage de la semaine a été initié par la marque de haute couture Giorgio Armani qui a subitement retiré la musique de son défilé pour soutenir les Ukrainiens. Oui, et c'est un silence qui en dit long, c'est un silence engagé. Quelques heures avant le début du défilé, le créateur, âgé de 87 ans, a décidé de retirer la musique prévue pour sa présentation pour prendre publiquement parti pour l'Ukraine. Résultat, on entend parfois des flashs de photographes, quelques applaudissements, mais l'ambiance est bizarre, mais très symbolique à l'occasion du défilé de sa nouvelle collection automne-hiver 2022. Et cette semaine, pour lutter contre la prostitution des mineurs, le secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles lance une campagne de sensibilisation pour parler, pour alerter le grand public sur les dangers de la prostitution des mineurs, Rebecca.
Et ce sont entre 7 000 et 10 000 enfants qui sont victimes de prostitution chaque année. Un chiffre en plus en hausse et non en baisse. Et donc pour lutter contre cette problématique, Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, lance donc cette campagne avec l'agence Madame Bovary pour prévenir le grand public de cette réalité et protéger les enfants. C'est donc un film qui met en scène une mineure victime de prostitution dans son quotidien qu'elle pense, qu'elle dit gérer, d'où le nom de cette campagne qui s'appelle Je gère, et on la voit enchaîner les cours, les soirées, les sorties et malheureusement les rendez-vous avec ses clients. On écoute. Je gère. Je gère ou pas, les gars? Bébé, t'as un autre rendez-vous à 17h. Ouais, c'est bon, je gère. Sous ma gueule. Je gère. Ok, tire-toi. Je gère. Aujourd'hui en France, des milliers d'adolescents sont victimes de prostitution. La campagne a été lancée lundi dernier en télé, en print et en digital sur tous les réseaux sociaux du ministère de la Santé. Des affiches sont visibles dans des gares, sur les quais et même dans certaines boîtes de nuit. Et dans la suite de l'actu, Rebecca, cette semaine, c'est Meta qui annonce le lancement de Green Boost en France, un programme qui s'adresse aux PME pour les accompagner dans le développement de leur durabilité, Rebecca. Meta lance en fait une série d'ateliers avec des exemples de bonnes pratiques. En fait, ce sont des programmes pour inciter les TPME et les PME à prendre des mesures pour réduire leurs émissions carbone, par exemple, apprendre plus sur les pratiques commerciales durables ou encore s'inspirer d'autres modèles d'entreprises qui évoluent en ce sens. Meta, cette entreprise mondiale qui connecte aujourd'hui plus de 3 milliards et 500 millions de personnes chaque mois, a donc cette opportunité, mais surtout la responsabilité de faire la différence. Et ça a été annoncé lundi. TF1 et M6 sont donc officiellement en négociation exclusive avec Altis Media pour lui céder TFX et également Sister. Et juste avant, pour préciser, BFM Business fait bien partie du groupe Altis. Et oui, pour rendre possible cette fusion entre TF1 et M6, d'ici l'année prochaine, les 2 chaînes AL2 ne doivent conserver que 7 chaînes au total. Aujourd'hui, elles en possèdent 10 pour respecter la réglementation de l'audiovisuel. Et elles ont donc choisi de séparer TFX, la 11 et Sister, la 22, sous condition que 1, ce mariage se réalise et 2, avec l'autorisation de l'autorité de la concurrence et de l'Arcom. Donc sous réserve de ces conditions, TF1 et M6 gardent le contrôle de ces 2 chaînes toute cette année de 2022 et Altis les récupérerait dès les premiers jours de 2023. Merci Rebecca. Et en parlant d'Altis, on rappelle que Altis a lancé une campagne de dons également pour les Ukrainiens cette semaine. Et on continue cette émission avec le décryptage. On reçoit tout de suite la papesse de la com, Mercedes Serra. BFM Business, Hebdocom, décryptage. Bonjour Mercedes Serra. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur d'être en plateau avec nous. Alors on le rappelle quand même à nos auditeurs, ça fait un moment qu'on vous contacte, c'est pas que pour la journée de la femme qu'on vous accueille en plateau. On a décidé de faire une pierre deux coups sur le sujet, mais Mercedes Serra, on ne vous présente plus. Vous faites partie de ce milieu de la communication depuis des années. Vous êtes la papesse de la com, comme on le dit. Vous êtes fondatrice de BETC, première agence française de publicité, et à titre personnel, surtout, vous êtes engagée dans de nombreuses causes en faveur des femmes et des droits humains, le Women's Forum for the Economy and Society que vous avez cofondé, le Global Summit of Women ou encore la Commission Innovation 2030, et vous êtes également coprésidente du comité français de Human Rights Watch. C'est quoi, Mercedes Serra, être une femme dans le monde de la publicité aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne me pose jamais cette question. Je pense que être une femme, c'est sûrement être très compétente, puisqu'on sait que pour être en haut, une femme doit être plus compétente qu'un homme. Donc sûrement que je suis compétente, c'est ça, et voilà, c'est tout. Alors, on l'a vu ces dernières années avec le Covid, qui a ralenti justement ce travail pour l'évolution des femmes, Frédéric. Oui, absolument. Bien sûr. Est-ce que ça a changé? Est-ce que ces bouleversements, pour le coup, ont changé quelque chose de ce point de vue-là? Bien sûr, vous avez raison, parce qu'en fait, c'est très simple. Comme on est en train d'essayer de progresser et qu'on rame, et qu'il faut des lois, et qu'il faut... parce que moi, je m'amuse beaucoup quand les entreprises disent maintenant, vous savez, dans mon conseil d'administration, j'ai autant de femmes que d'hommes. Oui, ils sont obligés. On les a obligés. Donc, quand on les oblige, ça marche. Il faut des quotas.
Il faut des choses extrêmement simples. Et il n'y a pas de mal à ça. Moi, à l'époque, il y a 15 ans, les filles étaient là. Je ne veux pas être une femme quota. Mais les hommes étaient que des quotas. À 100%, ils étaient des quotas. Donc, on ne va pas s'angoisser autour de ça. On va croire à l'égalité et il faut la faire. Éric ? Moi, c'était une question plutôt sur les raisons d'être des entreprises. Aujourd'hui, on voit qu'on a besoin de communiquer sur la raison d'être des entreprises. En quoi est-ce que c'est important, justement ? Alors, il y a très longtemps, moi, je pense qu'on rattrape toujours... en fait, les consommateurs, le public est en avance par rapport à nos réflexions. Et quand on a commencé à parler de la raison d'être, c'est maintenant, hein, il y a deux ans, puis on l'a mis dans la loi Pacte et tout ce qu'on veut. Mais déjà, le grand public nous disait depuis très longtemps, à peu près une dizaine d'années, que ce qu'ils voulaient, c'était acheter à des gens qui se comportaient bien. Donc, on voit bien qu'ils étaient passés de la notion de marque à la notion d'entreprise. Et ils attendaient de l'entreprise, ils sont d'accord pour le profit. Et en fait, les gens sont intelligents. Ils se disent, une entreprise qui n'a pas de profit, c'est pas bien barré, cette aventure. Mais en même temps, ils considèrent qu'une entreprise a des devoirs. Et dans les devoirs donnés, il y a un devoir de respecter l'environnement, parce qu'on a assez de problèmes comme ça, et un deuxième devoir qui est sociétal. Après, on a un petit peu tout mélangé. Il ne faut pas oublier qu'une entreprise, ça doit d'abord respecter son métier. Et quand on l'oublie, ça veut dire que si vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas confortable, moi je fais de la publicité. Si je ne suis pas confortable avec la publicité, je fais plein de trucs à côté pour me justifier, ça ne va pas. Moi, je crois que la publicité, c'est la liberté de parole des entreprises et que c'est beaucoup plus correct de faire de la publicité que de faire des faux trucs où on ne comprend rien. Les entreprises doivent communiquer. Donc, elles communiquent en mettant clairement, directement et en énonçant qu'elles font de la publicité. Et ça, je trouve que c'est un élément formidable. Donc, je suis alignée avec mon métier et je pense que toutes les entreprises, celles qui font de l'énergie, celles qui font de l'alimentaire, doivent peu à peu s'aligner avec leur métier et essayer de le faire le mieux possible. Frédéric ? Moi, je fais le lien un petit peu entre les deux pans de cette conversation. Quid de la représentation de la femme dans la pub ? Est-ce qu'elle a vraiment changé ? Elle est, vous savez, c'est extraordinaire parce que moi, il y a un sujet que j'aime, auquel à chaque fois je me dis oh là là, ils vont encore me raconter n'importe quoi. On va me parler de la femme représentée dans la pub. Ben, je vais vous dire, la bonne nouvelle, c'est que c'est nous qui faisons le mieux. Pourquoi ? Parce que c'est hyper simple. Nous, on est surveillés. Et vous en connaissez, vous, des milieux aussi surveillés que les nôtres ? C'est-à-dire, on a l'ARPP, des systèmes. L'ARPP, c'est finalement un système de surveillance qui fait que si vous faites ça, vous n'avez pas droit. Si vous dites ça, vous n'avez pas droit. Si vous ne respectez pas la femme, vous n'avez pas droit. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que nous testons. Car nos clients ne pensent pas faire une œuvre créative quand ils font de la publicité. Ce qu'ils veulent, c'est vendre. Et pour vendre, il vaut mieux avoir les femmes avec soi que contre soi. Donc, en fait, si on regarde où ça nous mène, la publicité, elle est un peu en avance par rapport au réel. Elle n'est pas, je parle de la publicité de la grande consommation, parce que si vous faites de la publicité directement sur les femmes, c'est génial, ça ferait avancer. L'État devrait dépenser du 1er janvier au 31 décembre faire de la publicité pour tuer les stéréotypes sur les femmes. Mais pour les gens de la grande consommation, je ne sais quoi, ou de la cosmétique, etc., en fait, ils sont toujours un petit peu en avance, parce que les femmes sont un peu en avance, mais pas trop. Si tout d'un coup, je deviens très féministe, elles ne suivent pas, parce qu'elles-mêmes ne le sont pas tant que ça. Donc, il faut rendre compte, ce n'est pas exactement la réalité, c'est un peu en avance, mais ça n'est pas non plus la libération de la femme lorsqu'on parle de ça. Et je vais vous donner un exemple parce qu'il est intéressant. La lessive, les femmes ne veulent pas qu'on les montre faisant les travaux ménagers. Et pourtant, la réalité, c'est qu'elles le font. Donc, ce que j'appelle être un peu en avance, elles se sentent mal à l'aise avec ça. Ce n'est pas le réel, mais ce n'est pas non plus le futur. Et ce n'est pas la vérité non plus. Alors, on le voit avec les réseaux sociaux, la société influe de plus en plus sur les messages publicitaires, en particulier cette génération Z qui est extrêmement éminente et qui parle beaucoup sur certains sujets sociaux qui sont extrêmement importants de nos jours. En quoi, justement, cette nouvelle société, elle influe sur les messages publicitaires en 2022 ? Ce n'est pas la nouvelle société qui influe.
les médias sociaux, ils influent pas à la publicité. Et ça s'agite dans tous les sens, on comprend rien. Ça dit tout et son contraire. Regardez ce qui se passe, l'information, la désinformation. Ce qui compte, c'est ce que pensent les gens. Et quand on est un bon publicitaire, on travaille toujours. Moi, je travaille jamais dans le vide. Pourquoi je travaille pas dans le vide? Parce que pour persuader quelqu'un, mon métier, c'est un métier de persuasion. Pour persuader quelqu'un, je suis obligée de le connaître. Donc, de partir de là où il est. Et donc, ce que je fais, c'est beaucoup d'études pour savoir où sont les gens. Parce que même si je veux les faire bouger, je dois tenir compte, je vais respecter là où ils sont. Ils sont où, les gens, là? Là, en ce moment, ils ont plein de choses assez incroyables dans la tête, entre autres la vision des entreprises comme des choses très importantes pour eux, mais aussi la nécessité de bouger pour une entreprise pour aller les aider dans des sujets. Et là, je pense qu'ils sont un peu paniqués, quoi, parce que le monde est quand même dirigé par des fous. Et peut-être qu'il faudrait mettre quelques femmes dans cette histoire, parce que c'est un peu effrayant. Tout ça semble très viril, très masculin. Alors, je ne voudrais pas dire ça trop, parce que je pense qu'on ne va pas maintenant faire au masculin ce qu'on a fait au féminin. Mais en tout cas, c'est trop viril pour moi. Merci beaucoup, Mercedes Serra, d'avoir été en plateau avec nous. On aurait pu rester des heures à interviewer Mercedes Serra. Ce sera pour une prochaine fois, peut-être une émission spéciale. Merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'Hebdocom. Hebdocom sur BFM Business.